Comment se représenter, en contemplant une fusée s'élever vers le ciel, le gigantesque défi technique et humain que la moindre mission spatiale représente? Sans même parler des millions, voire les milliards investis dans chaque satellite ou sonde d'exploration, n'importe quel lancement, c'est l'aboutissement du travail collectif de plusieurs milliers de chercheurs, de techniciens et d'ingénieurs, dont chacun apporte sa pierre indispensable à l'édifice, et dont certains ont parfois passé une décennie, voire plusieurs, à imaginer, à concevoir et à construire ces incroyables machines. Chaque instrument embarqué, chaque composant électronique, chaque dessin de structure jusqu'au choix des matériaux employés pour la moindre des dizaines de milliers de pièces du lanceur et de sa charge utile font l'objet de réflexions, de compromis, de tests, de centaines de remises en question, avant même que soit lancée la production d'un exemplaire de vol. Salut les terriens, saviez-vous d'ailleurs que la mission Rosetta, qui a exploré en 2014 la comète Churyumov-Gerasimenko, Churi pour les intimes, et envoyé l'atterrisseur Philae se poser à sa surface, a officiellement démarré lors d'une réunion entre ces différents acteurs en 1986, c'est-à-dire presque 30 ans avant son lancement. Rendez-vous compte, pour ces quelques personnes, c'est parfois la quasi-totalité de leur carrière professionnelle qui a été dédiée à un seul projet de cette ampleur, et si, pour Rosetta, heureusement, tout s'est bien fini, essayez un peu d'imaginer ce qui peut se passer dans la tête de ceux qui ont donné 5 ou 10 ans de leur vie à une mission lorsque leur bébé s'élève enfin dans les airs et... juste parce qu'une seule personne a eu un instant d'inattention. Aujourd'hui, je vous propose un petit top tout à fait subjectif et personnel de tous ces moments de l'exploration spatiale où quelqu'un, quelque part, a dû dire quelque chose comme oups. Les protons sont une famille de lanceurs lourds russes directement hérités de la grande époque soviétique de la course à l'espace. Ces premiers exemplaires ont volé dès les années 60 et à quelques mises à jour et optimisations près, ce lanceur fait partie, avec l'inoxydable Soyouz, de ces grandes réussites toujours en action un demi-siècle plus tard. Son dernier lancement remonte d'ailleurs au 12 mars dernier, un bel exemple de la philosophie soviétique, simple et fiable, et puisque ça marche, pourquoi faire autre chose ? Capable d'envoyer plus de 20 tonnes en orbite basse, elle totalise aujourd'hui plus de 400 lancements dans ses différentes versions et un taux d'échec de 10% environ, ce qui, pour citer une grande œuvre, est bien mais pas top. Son décollage le plus spectaculairement raté remonte à 2013. Et pour vous permettre de comprendre un peu mieux ce oups là, eh bien je vous laisse un petit mot sur la façon dont une fusée se pilote. Pour avoir une chance de réaliser les bonnes manœuvres au bon moment et de réussir la grande chorégraphie d'une mise en orbite réussie, tous les engins que l'on envoie dans l'espace ont besoin de savoir à tout instant leur position et dans quel sens ils se trouvent. Ce qui est plutôt logique si on veut coller au mantra du décollage de fusée qui est, rappelons-le, de garder le côté pointu en haut et les flammes en bas. Pour assurer cette tâche, les lanceurs embarquent ce qu'on appelle des centrales inertielles. Ce sont des boîtiers qui contiennent une série d'accéléromètres fixés suivant les 3 axes de l'espace et qui, comme leur nom l'indique, enregistrent en permanence la moindre accélération subie par la fusée et en déduit sa trajectoire et son orientation tout au long du vol en collaboration avec d'autres systèmes comme des GPS embarqués ou un suivi par des antennes au sol. On retrouve d'ailleurs leurs cousins en miniature dans chacun de vos téléphones portables et ce sont eux qui savent dans quel sens vous prenez vos photos. Alors bien évidemment, on ne dira jamais assez à quel point ces systèmes de navigation sont cruciaux pour nos fusées. Et oui, savoir dans quel sens on prend une photo, c'est sympa, mais garder le nez en haut quand on embarque plusieurs centaines de tonnes de carburant hautement inflammable, et accessoirement un satellite à plusieurs dizaines de millions de dollars, eh bien c'est encore mieux. Mais alors, vous êtes-vous demandé, puisque vous êtes taquin, que se passe-t-il si un technicien étourdi installe par mégarde la centrale inertielle à l'envers ? Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce qui s'est passé le 2 juillet 2013. La fusée, en toute bonne foi, fait tout ce qu'elle peut pour garder le nez vers ce qu'elle pense être le haut, mais qui, pas de chance, et vous l'aurez remarqué, n'était en fait pas le haut. C'est très probablement à ce moment-là que, quelque part dans un hangar d'assemblage, quelqu'un a dû se revoir en train de boulonner le boîtier en pensant, oups. Alors, des gros ratés, des fails dus à des centrales inertielles mal calibrées ou installées à l'envers, il y en a eu quelques-uns, et parfois même des acrobatiques. Bon, je vais pas tous vous les raconter, la vidéo deviendrait un petit peu monotone, mais si vous le voulez bien, je vous fais quand même un petit best-of des plus sympathiques, avec les explications s'il vous plaît. Développé par l'URSS en réponse à la guerre des étoiles voulue par Ronald Reagan au début des années 80, le vaisseau Polius a d'abord été pensé comme une micro-station spatiale destinée à recevoir des systèmes d'armes en orbite terrestre. Bon, pas de chance pour lui, et heureusement pour nous, l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev en 1985 s'est accompagnée d'une désescalade généralisée de la militarisation de l'espace.
D'ailleurs, lorsque le premier exemplaire du Polius s'est finalement trouvé sur le pas de tir de Baïkonour, solidement arrimé à son lanceur lourd Energia, dont c'était le tout premier lancement, le secrétaire général du parti est venu en personne s'assurer qu'il ne se trouvait aucune arme à bord pour être certain de ne pas froisser le bloc adverse. En bref, le Polius ne servait déjà plus à grand chose, mais puisqu'il était fait, autant le lancer, on lui trouverait une utilité plus tard. Pour ce lancement, le vaisseau était arrimé non pas au sommet de la fusée, mais bien sur le flanc de celle-ci, car il reprenait le système de fixation élaboré pour la future navette Buran, destinée à être propulsée par cette même fusée Energia. Particularité unique en son genre, la mise à feu du Polius était pensée dès le départ pour être particulièrement acrobatique. En effet, pour des raisons structurelles, et me demandez pas lesquelles, les voies de l'ingénierie sont impénétrables, le vaisseau était pour son lancement installé la tête en bas, sur le côté de son lanceur. Ses moteurs étaient protégés alors par un carénage provisoire et il devait, une fois détaché d'Energia, réaliser un tête-à-queue précis de 180 degrés pour, une fois dans le bon sens, pouvoir allumer ses moteurs et achever sa mise en orbite. Maintenant, selon vous, qui devait s'assurer que la manœuvre soit bien à 180 degrés exactement ? Eh bien, vous vous en doutez, c'est sa centrale inertielle et vous voyez où je veux en venir. Le décollage d'Energia s'est plutôt bien déroulé pour un premier tir, et lorsque Polius s'est enfin détaché d'elle, il a amorcé sa fameuse manœuvre de retournement. Mais sa centrale, qui voyait peut-être les choses en grand, ne s'est pas contentée de lui faire faire 180 degrés, c'est donc un tour complet que le vaisseau noir a réalisé avant de mettre à feu ses moteurs, ce qui, si vous avez bien suivi, plutôt que d'achever de l'envoyer en orbite, l'a donc renvoyé d'où il venait, à savoir du plancher des vaches. Dommage. Polius ne revolera plus dans cette configuration, mais son développement n'a tout de même pas été totalement vain. De nombreux composants créés pour son programme seront réutilisés dans les années suivantes pour construire les modules de la station Mir, puis ceux de l'ISS. Ah, les centrales inertielles, quand ça bug, ça ne déçoit jamais. Allez, un petit dernier pour la route ? En 2016, c'est la sonde européenne Schiaparelli qui arrive en vue de Mars, où elle doit se poser pour démontrer que le vieux continent est lui aussi capable de cet exploit jusque-là réservé aux seuls Américains, et pour préparer l'arrivée prochaine du rover ExoMars. Selon les données de télémétrie, toutes les premières phases de la descente atmosphérique se sont parfaitement déroulées. Le bouclier thermique a rempli son rôle en stabilisant la sonde tout en lui épargnant la chaleur extrême des frottements atmosphériques. Puis lorsqu'est venu son tour, le parachute s'est déployé correctement, poursuivant l'indispensable freinage en direction de la surface martienne. Mais alors que la sonde filait encore à grande vitesse à travers le ciel de Mars, la centrale inertielle a soudain décidé que l'altitude était en fait de 0 et que l'atterrissage était bel et bien terminé. Ah si, ne regardez pas dehors, je vous dis qu'on est arrivé. Alors l'ordinateur de bord, qui n'avait pas de raison de ne pas le croire, a donné l'ordre qu'il devait donner. Il s'est débarrassé des parachutes. Et voilà, une bonne chose de faite. Oups. Mais puisqu'on est du côté de Mars, n'oublions pas un grand classique. La suivante de cette bévue, j'en suis presque sûr que vous en avez déjà entendu parler, mais comment passer à côté ? Pour n'importe qui ayant grandi en apprenant à l'école à mesurer en mètres, en centimètres et en kilomètres, le système d'unité de mesure américain, avec ses pouces, ses pieds et ses yards, c'est la représentation même de l'obscurité. C'est simple, rien n'est un multiple logique de rien, et toutes les conversions sont un casse-tête absurde. Un pied américain vaut 30,48 cm, ce qui fait un très grand pied, un pouce 2,54 cm, ce qui fait un tout petit pouce, et étrangement, on préfère en général garder en français le terme anglophone de yard, dont la traduction existe pourtant puisque cela se dit verge, et cela désigne une longueur de 3 pieds, soit 91,44 cm. Je vous laisse en tout cas juger vous-même des détails de réalisme, sacrés américains. Bref, écrire des programmes de calcul informatique dans ce système d'unité n'est pas toujours une gageure, mais les industriels s'en sont très bien sortis pendant quelques décennies. En tout cas, jusqu'au vol de Mars Climate Orbiter. Ici, alors que la sonde approche de la planète rouge, une dernière correction de trajectoire est effectuée pour s'assurer qu'elle survolera la surface à l'altitude de 230 km, l'objectif étant de profiter du léger freinage aérodynamique dans la très haute atmosphère pour évacuer une partie de l'énergie cinétique du voyage interplanétaire et s'insérer en orbite. Dans les semaines qui suivent, la sonde doit ainsi ralentir peu à peu à chacun de ses passages au périgée pour finalement circulariser son orbite et entamer enfin son travail d'étude de l'atmosphère martienne. 24 heures avant l'arrivée autour de Mars, les mesures indiquent déjà que l'altitude d'arrivée sera plus faible que prévu, estimée à environ 110 km. La limite de survie de la sonde est à 80 km, en dessous les effets de l'atmosphère seront trop brutaux et la température due au frottement trop importante pour un fragile orbiteur doté de panneaux solaires non conçus pour se poser. Le 23 septembre 1999, Mars Climate Orbiter passe derrière la planète Mars et ne réapparaîtra plus. Les dernières estimations de trajectoire montreront que la sonde est passée à moins de 50 km de la surface.
En fait, comme n'importe quelle mission spatiale, Mars Climate Orbiter était le fruit de la coopération de nombreux industriels, et les ordinateurs du centre de contrôle faisaient cohabiter des programmes de plusieurs fournisseurs pour assurer le pilotage de la sonde. Entre autres ici, du code fourni par Lockheed Martin, qui utilisait les unités américaines, a été intégré à un logiciel de la NASA qui travaillait en unité internationale. Et pas de bol, toutes les poussées de manœuvres d'approche ont été calculées dans les mauvaises unités. La sonde s'est donc gaiement suicidée dans l'atmosphère martienne. Dans la catégorie échec au lancement, je voudrais pas non plus passer à côté de celui d'Ariane le 23 février 1990. Le lanceur Ariane 4 n'a connu que 3 échecs et 116 tirs étalés sur 15 ans. Mais c'est l'un d'entre eux qui mérite sans doute l'un des plus gros oups de la part d'un technicien. Ce jour-là, lorsque la fusée quitte son pas de tir au terme du compte à rebours, les spectateurs sentent tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond. La fusée part dès le départ de travers et ses moteurs frôlent le sommet de la tour à 2 mètres seulement au lieu de 7, grillant quelques équipements au passage. Après quelques secondes de vol oblique et chaotique, le lanceur est finalement détruit. Une fois l'épave récupérée, les enquêteurs trouveront un simple morceau de chiffon d'une trentaine de centimètres, qualifié de tissu grossier type torchon à vaisselle, abandonné pendant l'assemblage dans une conduite d'eau entraînant les turbines d'alimentation de l'un des moteurs Viking et l'obstruant complètement. Privé de son alimentation, le moteur D a rapidement perdu 50% de sa puissance avant de s'éteindre. La poussée asymétrique des moteurs restants a alors lancé la fusée de travers. Bon, malgré tout, coup de chance dans l'échec, il aurait suffi que le moteur en faute se coupe totalement au lieu de passer par ce palier à mi-puissance pour que le déséquilibre lui fasse toucher le sommet de la tour, et à ce moment-là, elle aurait selon toute probabilité basculé aussitôt et explosé au sol, encore pleine de carburant, en détruisant la plus grande partie des installations du pas de tir. Bon, au fond, tout ne s'est pas si mal passé ce jour-là. Allez, on continue avec ce qui a peut-être été l'une des plus grandes humiliations des États-Unis dans la course à l'espace, assez vite glissée sous le tapis de la conquête spatiale. La fin de l'année 1960 est une période charnière dans la course à l'espace entre Américains et Soviétiques. Dans les deux camps, on prépare la première mission habitée de l'histoire et tout se jouera à quelques mois. À ce stade, la différence entre les deux blocs, c'est que les Russes possèdent déjà le missile lourd R-7 Semyorka, capable d'envoyer en orbite une capsule de 5 tonnes, alors que leurs rivaux peinent à mettre au point une fusée aussi puissante. Mais le 21 novembre 1960, le match est sur le point de s'égaliser, au moins en partie. La toute première capsule Mercury inhabitée est installée au sommet d'un missile Redstone, prête à démontrer au monde que les Américains sont toujours dans la course. Et contrairement à leurs adversaires, ils ont pris le parti de communiquer de façon quasi transparente sur leurs avancées. Des centaines de journalistes de tout le pays se sont alors pressés pour assister au décollage du tout premier vaisseau capable d'emmener un humain dans l'espace. Il n'est par contre pas certain qu'ils aient été très impressionnés du spectacle, le glorieux vol Mercury Redstone 1 ayant culminé à une altitude vertigineuse de 10 cm. Ici, dans un show digne des plus grands dessins animés, une fois le compte à rebours achevé, la fusée a tout juste eu le temps d'un petit hoquet, puis elle est retombée sur son pas en laissant s'envoler toute seule sa tour de sauvetage. Ensuite, comme pour humilier encore un peu plus les ingénieurs qui ne savaient déjà plus où se cacher, le parachute, pensant que le vol était bientôt fini, a jailli du sommet de la capsule comme un diable de sa boîte et s'est retrouvé à pendre misérablement sur le côté de la fusée. De l'excellent Tex Avery. La cause du fiasco ici, c'est un des câbles d'alimentation branché au lanceur pour sa mise à feu qui possédait un détrompeur avec une broche plus courte que l'autre munie d'un système d'arrêt des moteurs si une seule broche était connectée. C'est plutôt malin, sauf que pour Mercury Redstone 1, la fusée avec sa capsule était plus lourde qu'en version missile, et en décollant plus lentement, elle a pris le temps d'arracher une broche puis l'autre au lieu des deux d'un coup. Les moteurs, toujours très obéissants, se sont alors arrêtés, en laissant les techniciens au sol dans l'embarras. Que faire maintenant d'une fusée pleine de carburant et prête à partir, qui a décidé de s'arrêter toute seule ? Comment être sûr qu'elle ne va pas changer d'avis si on s'approche d'elle, ou tout simplement exploser sans prévenir ? Bref, c'était un grand moment de solitude pour l'équipe et un beau fou rire pour les journalistes. Et encore, il y a des fois où tout s'effondre avant même de décoller. Le 11 mai 1963, une fusée Atlas Agena se tient sur son pas de tir à la base Vandenberg de l'Air Force alors que les équipes procèdent tranquillement au remplissage des réservoirs. Soudain, sans crier gare et sans la moindre explosion, le lanceur se plie en deux au niveau du réservoir d'oxygène du premier étage et en quelques secondes, toute la fusée s'effondre comme un château de cartes. Alors, comment une chose pareille peut-elle se produire ? Eh bien, je le dis et le redis dans la moitié des épisodes de la chaîne, le nerf de la guerre dans l'espace, c'est la masse. Chaque kilo superflu représente 10 fois plus de carburant pour l'envoyer, et pour gagner quelques centaines de kilos, les ingénieurs américains ont dessiné le lanceur Atlas avec une structure si fine qu'elle ne tient debout que lorsqu'elle est mise sous pression. C'est un petit peu comme les jeux pour enfants gonflables dans les fêtes foraines qui ne restent debout que tant que des ventilateurs soufflent dedans.
Autrement dit, une fois installée verticalement sur son pas de tir et avec le second étage alourdi de tout son plein de carburant, la fusée ne tient debout que parce que les réservoirs de son premier étage sont maintenus bien gonflés. Ce jour-là, malheureusement, une bulle se forme dans les conduites d'approvisionnement en oxygène, et en franchissant la valve d'approvisionnement, elle génère une onde de pression qui désolidarise la conduite du réservoir. En quelques instants, le réservoir d'oxygène se dépressurise et se plie en deux sous le poids du deuxième étage, puis dans le mouvement, les réservoirs cèdent les uns après les autres et tout s'effondre. Oups. Et encore, il y a des fois où le gros oups arrive avant même que la fusée n'approche le pas de tir. Lorsqu'il intègre la salle d'assemblage de l'usine Lockheed Martin Space System à Sunnyvale, en Californie, le NOAA-19 est le dernier né de la série des satellites d'observation météorologique de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Pour faciliter sa manipulation, il est boulonné sur un chariot qui permet d'adapter son orientation aux opérations qu'on veut lui faire subir. Et lorsqu'un matin, les équipes décident de le placer à l'horizontale pour poursuivre l'assemblage de ces systèmes, tout le satellite bascule au sol sans faire de blessés heureusement. La veille, un technicien tête en l'air avait décidé de retirer les 24 boulons de fixation sans penser à documenter l'opération. Ceux en charge du déplacement n'ont pas non plus pensé à vérifier la fixation comme ils auraient dû le faire. C'est donc un gros double oups pour 135 millions de dollars de coûts de réparation. Allez, un dernier pour la route avec une mention spéciale pour l'astronaute Mr Bean. Alan Bean. Vous l'aurez remarqué, les images rapportées de la surface par la première mission lunaire Apollo 11 n'étaient pas vraiment folichonnes. Noir et blanc, flou, on ne peut pas dire que les clichés nous immergent dans un réalisme à couper le souffle. Mais la NASA, ayant parfaitement conscience de la puissance des images pour marquer les mémoires et capturer l'imaginaire du public, a décidé de se rattraper en faisant développer, pour quelques millions de dollars, comme il se doit, de belles caméras de télévision couleur qui seraient prêtes pour la mission suivante, Apollo 12 si vous comptez bien. Installées à la surface à proximité du module lunaire par les astronautes, elles devaient permettre d'enfin rapporter de belles images de la surface, à la fois pour partager l'exploit sur les télévisions du monde entier, et pour permettre aux équipes du centre de contrôle de suivre au mieux les activités des deux hommes. Un scénario qui n'a hélas pas tenu bien longtemps, Alan Bean, qui était chargé de l'installation, ayant par mégarde pointé la caméra directement vers le soleil, grillant instantanément les capteurs après quelques minutes de retransmission seulement, et mettant aussitôt fin à la couverture télévisée d'Apollo 12 à la surface. Oups. À la moindre défaillance, à la moindre faute d'inattention, c'est tout le château qui peut tomber par terre en moins de temps qu'il n'en faut pour dire oups. En tout cas, gardez ça en tête la prochaine fois que vous admirerez le décollage d'une fusée, et pensez à tous ces terriens qui ont dédié des années, voire des décennies de leur vie à imaginer ces engins et ce qu'ils transportent. J'espère que cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement, un petit mot en commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à mercredi pour un nouveau journal de la Starbase. Ciao les terriens.